Ok. Bonjour à tous pour ceux à qui je n'ai pas dit bonjour déjà. Donc c'est parti pour cette présentation sur le sujet le plus fun que vous allez avoir aujourd'hui, le protocole que vous adorez tous, les protocoles que vous adorez tous et qu'on appelle OO2 et OpenID Connect. Donc là, j'ai pour objectif de vous expliquer comment ça fonctionne de la manière la plus simple possible, ce qui n'est pas évident. Et pour ça, il va falloir que je revienne un peu dans le passé pour parler du présent et après du futur. Avant ça, je me présente. Moi, je m'appelle Mathieu Imbert, je travaille à Accenture, je suis dev de métier. Et il s'avère qu'aujourd'hui, je fais de l'archi, de la sécurité, du DevOps, et c'est pour ça que je suis ici pour vous parler de ce sujet-là. Autrement dit, parce que de l'OO2 et de l'OpenID Connect, je m'en suis bouffé. Alors, on est d'accord que OO2, OpenID Connect, c'est quand même des sujets qui sont très simples. À se demander presque pourquoi est-ce qu'on fait pourquoi il y a une présentation comme ça aujourd'hui. Donc quand on commence à regarder un peu, on se dit, alors moi j'ai envie de faire un truc simple et je vois une littérature, je vois une documentation ici et puis un tel qui parle de ça, mais c'est complètement différent. Et puis, ah mais quoi? Ouais, non, c'est bon. Je sais même plus par quel bout le prendre. Et c'est pour ça que c'est pas si simple et qu'il va falloir revenir au cas de base. Alors, qui parmi vous a déjà travaillé sur OO2 et OpenID Connect? Ah, ça fait quand même pas mal de mains levées, je dirais 50-50. Et qui est-ce qui a le souvenir d'avoir galéré? J'ai double galéré. Alors, je ne vais pas vous poser la question pour OO1. Voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de déclarer votre âge. Donc, entre parenthèses, est-ce qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas? Qui ne connaissent vraiment pas? Ok. Ok, donc très rapidement, l'OO2 et OpenID Connect, OO2 notamment, c'est un protocole qui va servir aujourd'hui dans une très grande majorité pour du social login. Tous les jours, quand vous allez sur votre plateforme préférée, que vous devez vous authentifier avec vos creds Google ou Facebook ou LinkedIn, c'est de l'OO2 derrière. On va le retrouver aussi beaucoup en entreprise pour du SSO, Single Sign-On, et puis de la fédération et tout ça. Et c'est pour ça qu'on est confronté assez rapidement en informatique, parce que soit on fait ce qu'on appelle du B2C, et donc avec des utilisateurs finaux, on va vouloir qu'ils puissent s'authentifier facilement, ou alors on est en entreprise et là il y a quelqu'un qui arrive et qui fait non, mais il faut du domaine fédéré, et puis il faut du single sign-on. Et là, c'est le drame. Alors, pour bien expliquer ce qu'est OO2, il faut comprendre d'où est-ce qu'on vient. Je ne vais pas vous sortir une définition là tout de suite parce que ça n'aurait pas de sens. Quel est le problème qu'on essayait de régler? Si on revient en 2006, 2008, Facebook, réseau social plus qu'émergent à ce moment-là, mais avec beaucoup d'utilisateurs qui arrivent sur la plateforme et qui n'ont pas particulièrement de réseau. Pour un réseau social, c'est quand même ballot. Donc, ils voulaient se reposer sur d'autres plateformes existantes pour aller choper des contacts. Donc là, on a l'exemple en 2006 de Skype, IM, blablabla. Il fallait que Facebook puisse aller choper les contacts qu'il y avait sur IM, sur Skype et compagnie. Pas si simple, même quand on s'appelle Facebook, tu tapes pas à la porte de ces boîtes-là pour dire j'aimerais avoir ces contacts. Bah oui, j'aimerais bien que tu aies. Enfin, est-ce que tu peux me donner est-ce qu'il peut te donner l'autorisation parce que je ne vais pas te donner ça tel quel. Et alors, qu'est-ce que faisait Facebook à l'époque? À une époque où il n'y avait pas OAuth, il demandait le mot de passe. C'est pas mal ça, non? Et alors, il demandait le mot de passe non pas seulement pour Gmail, il demandait pour Yahoo, pour tous, il demandait le mot de passe. Un vrai password manager. Donc, ce qu'ils essayaient de faire, c'est simplement de contacter
par exemple Gmail, voilà, de contacter Gmail pour avoir les contacts. Pour ça, il faut passer par l'API, une API de ce provider qui a les contacts. Pour utiliser cette API, il faut bien un token. Il faut quelque chose qui te permet de t'authentifier. Comment choper ce token? Le seul moyen à l'époque, c'était de demander le mot de passe de l'utilisateur. Ils ont fait ça, ils savaient très bien que c'était absolument nul en termes de sécurité, mais l'expérience utilisateur primant, voilà, on sort cette feature. Après, je sais que Facebook et d'autres de ces organisations ont travaillé sur OAuth dans la foulée. Alors, ce qu'on voulait obtenir, et là c'est très important, ce qu'on voulait obtenir, c'est l'autorisation d'accès aux contacts. On voulait avoir l'autorisation de pouvoir choper les contacts. Autorisation. Et pour cette autorisation, elle est représentée sous la forme d'un token. OK. Alors, ils auraient pu faire un truc manuel. Ils auraient pu faire un petit tuto pour l'utilisateur. Ça aurait été plus sécurisé. Un petit tuto disant, bah écoute, tu vas sur ton service mail, tu auras peut-être besoin de t'authentifier, ça c'est pas mon problème, tu t'arranges. Tu vas sur ta page profil, dans la section développeur, parce que généralement c'est là où on va retrouver la gestion des tokens et tout ça. Tu me génères un token, idéalement restreint sur l'API des contacts, et puis bah, tu reviens chez moi et puis tu me donnes ce token. Bon, c'est pas idéal, hein. On est d'accord. On a envie d'automatiser ça. Et c'est là où OAuth aide, et notamment OAuth 2. On dit que OAuth 2, et là je switch directement sur OAuth 2 en termes d'histoire, on dit que c'est un framework d'autorisation, parce qu'on veut l'autorisation d'utiliser une API en particulier. Donc l'autorisation, c'est très important. Ce n'est pas un framework d'authentification. On verra ça plus en détail, mais on dit bien que OAuth 2 est un framework d'autorisation. C'est aussi un framework, on aurait pu dire que c'est un protocole, qui s'appelle framework, ça fait mieux de dire framework. En vrai, ils disent framework parce que c'est un ensemble de specs, c'est un ensemble de briques qu'on peut choisir, qu'on peut assembler, et ça amène toute la complexité que vous connaissez aujourd'hui, qui amène à se casser un peu les dents. C'est pour ça que ça s'appelle un framework d'autorisation. OK. Alors, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on automatise ce petit tutoriel? Alors, je suis un utilisateur, je suis sur Facebook. Je veux importer mes contacts. Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que va faire Facebook? Il va me rediriger vers mon service de mail. Et notamment vers une URL qui s'appelle Authorize. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va rediriger l'utilisateur à un endroit où le service mail est capable de comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire de dire, bon bah écoute, je pense que je vais devoir à un moment donner un token. Pour ça, il va falloir y ajouter quelques informations. D'où est-ce que je viens? Ok, je viens de Facebook. Qu'est-ce que tu cherches à avoir comme autorisation? Le scope, c'est les contacts. Et puis une fois que tout s'est bien passé et que j'ai le token, où est-ce que je repars? Où est-ce que, notamment le service de mail, où est-ce que je renvoie mon utilisateur? Eh bien sur la redirect URI. Ok. Là, il y a une étape très importante que vous avez probablement tous vue avec le social login ou avec des intégrations, c'est bon, bah, apparemment c'est Facebook qui t'a renvoyé parce qu'il veut avoir accès aux contacts, blablabla. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Je clique sur le bouton, il y a un token qui est généré et là, je suis renvoyé vers cette redirect URI avec le token dans l'URL. Ce que je n'ai pas dit là, c'est que je suis en train de raconter une histoire. Je suis en train de raconter pourquoi est-ce qu'on va de choses de plus en plus complexes avec OAuth 2. Ceux qui connaissent le protocole sont peut-être déjà en train de bondir parce qu'ils voient de quoi je suis en train de parler. Je suis en train de parler de l'implicit flow. C'est un flow en particulier, c'est une manière d'utiliser OAuth 2 qui aurait pu être la plus simpliste pour notre usage, pour notre besoin, c'est-à-dire d'automatiser cette génération de tokens. Maintenant, je suis là aussi pour un peu délier un peu tout ça et vous expliquer pourquoi on va vers plus compliqué que ça avec le OAuth 2 aujourd'hui pour des raisons de sécurité et on va voir ça au fur et à mesure. Donc là, petite question, dans la salle, est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent aujourd'hui de l'implicit flow ou qui l'ont utilisé? Est-ce que vous l'utilisez toujours, là, aujourd'hui?
De quoi? J'ai pas entendu. L'appli est down. Ça tombe bien, ça tombe bien. Parce que ça, c'est persona non grata. Okay, ça paraît simple. Et comme je disais tout à l'heure, quand on commence avec le O2, on va trouver tout un tas de littérature parce que c'est un protocole qui a de l'histoire. Et du coup, des gens qui ont fait de la documentation, qui ont fait des retours d'expérience, voilà comment on fait avec le O2, j'ai fait ça, c'est super simple, c'est génial. On va trouver une manière de faire, une autre manière de faire et tout ça. C'est très tentant de voir ça et de se dire, bah voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin, non? Je ne vais pas aller plus loin. Si vous tombez sur ce flow, ne l'utilisez plus. Il est persona non grata, il n'y a plus aucune raison aujourd'hui, en 2023, d'utiliser ce flow. Voilà. Pourquoi? Alors non, petit aparté jusqu'ici, j'étais un peu dans mon analogie. On va commencer à introduire des termes spécifiques à l'OO2. Donc évidemment, Facebook, c'est le client. Donc le client en tant que tel, c'est-à-dire l'application qui va chercher à avoir de l'autorisation, qui va rediriger l'utilisateur, c'est l'application, le client. L'endroit où on redirige la personne pour avoir le token, on appelle ça un authorization server. Donc si vous lisez, si vous avez à travailler avec de l'OO2 ou de OpenID Connect, vous allez tomber sur des specs. Et je vous recommande d'ailleurs de prendre ça comme source de vérité. Mais dans ces specs, vous allez retrouver ces termes, et notamment avec leur acronyme, AS. Donc, il y aura d'autres acronymes, mais c'est pour ça que c'est important de comprendre ces termes-là. L'utilisateur en soi, là, dans notre cas d'usage, c'est le resource owner. C'est lui qui possède les contacts, c'est ses contacts. Donc c'est le resource owner, RO. La ressource, c'est les contacts, voilà, simple. Et l'API des contacts, c'est là où il y a la data, quelque part, c'est le resource server, à mettre en comparaison avec le authorization server. J'ai un peu fait l'amalgame jusqu'ici dans l'histoire parce que je parlais du serveur de mail, mais en réalité, je parlais de l'authorization server, plus que du resource server. On n'en est pas encore à aller appeler l'API. OK. Donc là, je me suis un peu spoilé. Est-ce qu'on est sécurisé? Non. Pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas sécurisé, il faut que je vous explique un autre concept, qui est le concept de back channel et de front channel. Pas de faux amis, rien à voir avec le back-end et front-end. Rien à voir. Je vous rassure, c'est beaucoup plus simple que ça. Enfin, quoique, ce n'est pas particulièrement compliqué. Le back channel, dans le monde hôte, on appelle back channel ce que vous connaissez tous, c'est-à-dire une connexion classique, requête-réponse, en TCP, voilà, over TLS, c'est une requête on ne peut plus simple, notamment des requêtes Ajax ou quand bien même une requête HTTP quand vous allez volontairement sur un site internet. Ces requêtes-là, elles sont considérées en back channel, elles sont considérées sécurisées dans le sens où c'est une connexion qui est juste aller-retour, elle est dans son tunnel TLS. Et globalement, si vous avez des données qui leak de cette connexion-là, vous avez bien d'autres problèmes que O2. Un man in the middle, je pense que ça va vous prendre un peu de temps à regarder. C'est à mettre en comparaison avec le front channel. Le front channel, dans le monde hôte, c'est cette histoire de rediriger l'utilisateur. Parce que là, ça se passe en deux temps. On est en train de faire une requête, de donner une réponse au navigateur pour dire attention, il faut que tu ailles à cette adresse. Donc on est en train de faire un HTTP redirect. C'est là où je dis on balade notre utilisateur. Et ça, aller et retour. La particularité du front channel et des redirects, c'est que ça utilise les HTTP redirects et que tout passe par les URL. Il n'y a pas d'histoire de post dans de body dans la requête HTTP de redirect. Si on veut balader notre utilisateur et aussi transmettre des informations au passage, vous avez vu à l'aller le scope, le client ID, le redirect URI, le client est en train de transmettre aussi des informations au travers de l'utilisateur et retour le token. On est en train de transmettre des informations par les URL. Le problème de ça, c'est quand ça passe par les URL, ça finit dans l'historique du navigateur, c'est accessible pour les add-ons, c'est accessible depuis les HTTP référeurs, ça s'est amélioré depuis, mais c'est quand même un risque. Et puis évidemment, ça finit dans les log serveurs. Donc globalement, on n'a pas envie d'utiliser le front channel, donc les redirects, pour transmettre des informations sensibles. Parce que ces informations sensibles vont être mécaniquement données à d'autres personnes. Peut-être de confiance ou peut-être pas, mais on n'en a pas envie.
Donc si je repars sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'implicit flow, qu'est-ce qu'on fait là? On refile le token qui va servir à choper les contacts. On le met dans l'URL de la redirection, et ça finit dans le navigateur. Ça finit dans tous ces trucs-là. Donc l'implicit flow transmet une information sensible au travers du front channel, et ça, c'est pas acceptable, c'est la raison numéro 1 pour laquelle l'implicit flow est persona non grata. Ok. C'est bien tout ça, on ne veut pas mettre le token dans l'URL, mais on est bien obligé de faire cette redirection, on ne va pas la laisser tomber, on ne sait pas comment faire autrement. Par quoi on le remplace, ce token? Eh bien, par un autre token. Oui, mais cette fois, le token est éphémère. Il est utilisable qu'une fois et il a une durée de vie de 3 minutes. Ça mitige le risque. Et il ne sert qu'à une seule chose, ce token. Ce token éphémère, il ne va pas servir à aller choper les contacts, et puis après c'est fini. Non, il va servir à aller chercher le vrai token, celui qui va nous servir après à utiliser l'API. Mais ce vrai token, on va aller le chercher de manière différente. À votre avis, on va le chercher comment? On va le rechercher en front channel ou en back channel? En back. Donc là, on continue à rediriger notre utilisateur, mais là, en retour, on chope un code. On ne chope plus le token, on chope un code, et on verra pourquoi ça s'appelle code. Et donc ensuite, notre joli client, qui soit, pour le coup, qui soit un front-end JavaScript ou un back-end, il peut tout à fait faire ça. C'est une requête on ne peut plus simple, directe, au même serveur d'authentification, sur une autre URL qu'on appelle token, à qui on refile un certain nombre d'informations et le code en question. Et là, on chope le token. Mais sauf que là, le token qui est sensible ne finit plus dans les URL. Il est donné vraiment de main à main entre l'Authorization Server et le client, ce qui n'était pas tout à fait la même au début. Et donc ça s'appelle l'Authorization Code Flow. Et là, on commence à arriver sur quelque chose d'un peu plus acceptable en 2023. Donc ce paramètre s'appelle code parce que c'est l'Authorization Code. Ok. C'est bon? J'ai fini la presse? C'est nickel? Ok, c'est un peu court, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a introduit comme problème? Parce qu'on va d'un problème à l'autre, en fait, au final. Qu'est-ce qu'on a introduit comme problème? Eh ben, on avait déjà une espèce de transaction, parce que notre jeu de redirection, là, ça se fait déjà en 2 temps, parce qu'on a une première redirection, il va sur le serveur d'autorisation, il revient, et là, on vient d'en rajouter en plus une troisième. On est quasiment dans une transaction, et dans une transaction, là, en termes de sécurité, il y a un truc qu'on aimerait bien faire. C'est s'assurer qu'à chaque étape, c'est le même client qui interagit avec l'Authorization Server. Donc l'Authorization Server a envie de savoir ça, et le client a envie de savoir qu'il interagit avec le même Authorization Server. Parce que quand on regarde un truc comme ça, en fait, il y a plein de petites magouilles qui sont possibles. On pourrait imaginer, par exemple, que quelqu'un vienne se générer un token à lui, un hacker vienne se générer un token à lui sur son compte, et puis envoie un mail à une personne en disant bah, « Tiens, suis ce lien ». Ce lien, ce serait quoi? Un callback avec le token en question. Ça paraît bizarre, c'est le hacker qui donne son token à la victime. Ben oui, mais sauf que le token en question, bah, ça va peut-être l'amener sur le compte quasiment similaire du hacker, avec qui il va lui donner d'autres informations, type password ou je ne sais quoi, sur une plateforme de confiance, hein, sur une plateforme genre Facebook. Je suis sur Facebook, c'est forcément sécurisé, Facebook. Non? Donc, on peut filouter en simulant une requête qui n'a jamais existé avant. On peut filouter dans les 2 sens quelque part. Donc on a envie d'authentifier ces clients. Alors, comment on fait ça? Déjà, d'un point de vue Authorization Server, il y a un truc qui est assez radical, c'est que cette redirect URI, elle ne sort pas de nulle part. Facebook dit, bah, quand on aura fini, tu me le renvoies ici. Oui, mais l'Authorization Server, il demande un truc avant, au préalable, bien avant, à la configuration. Des mois avant ou des années avant, à la configuration, l'Authorization Server, cette callback URL, il la connaît. Elle est whitelistée.
Elle est gravée dans le marbre. Cette URL, elle correspond aussi à un domaine de confiance, un domaine, sous-domaine et tout ça. Donc quand on renvoie, en fait, l'Authorization Server, il n'a pas envie de renvoyer son utilisateur hein, parce que bah, ça correspond forcément à un utilisateur à lui, il n'a pas envie de le renvoyer n'importe où, juste parce que quelqu'un lui a fait une requête et compagnie. Donc on a envie de whitelister ça. Et ça, c'est une certaine manière d'authentifier le client, ou de s'assurer qu'on ne renvoie pas la personne n'importe où. Et puis, historiquement, OAuth2 aimait bien authentifier le client au travers d'un client ID et un client secret. Alors, l'authentification, vérifier que c'est bien le client, c'est surtout le client secret. Et ça permet quoi? Bah, ça permet, parce que c'est un client secret, on est d'accord. Donc le client est censé garder le secret, n'est-ce pas? Ça ne circule pas sur le réseau. C'est censé être dans le client. Okay, et quand il fait une deuxième requête à l'Authorization Server, il lui donne le code, mais il lui donne aussi son client secret. Il fait « Hey, tu me connais? C'est moi. Voilà le secret. Bon, bah, il y a quelqu'un qui... Enfin, moi, j'ai besoin d'un token. Là, j'ai le code. C'est bon, donne-le-moi. Tu me fais confiance. » Ça, c'est pratique, le client secret. Par contre, OAuth2 a été fait à une époque où on avait essentiellement des applications server-side rendered avec du back-end, avec un monolithe. Pas tant de mobile app, pas tant surtout de single page app. Or, les single page app, c'est des ressources statiques que vous téléchargez. Une single page app, tout son contenu, dans sa totalité, est récupérable quasiment de manière publique. Donc quand on regarde le source code, enfin le code source, bah, rien ne nous empêche d'aller regarder le client secret. Hein. Il est forcément dedans. Non, il n'a rien d'autre. Il pourrait avoir un back-end for front-end, d'accord, mais du coup, il rentrerait dans la catégorie des back-end, non pas des front-end. Donc un front-end, il ne peut rien garder de secret. Et c'est pareil pour les mobile apps. Hein. Enfin, ça se décompile une mobile app. Donc, les client secrets, pour les single page app et mobile app, n'ont aucun effet. OK. Comment on fait pour régler ce problème-là? Comment on fait pour authentifier une single page app? S'assurer que cette single page app et cette requête est faite de confiance. Eh bien, on ne peut pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est pas tant authentifier un client de manière générale, c'est Facebook, c'est Google, ou c'est moi, ou je ne sais quoi. Par contre, on va s'assurer que c'est la même instance du client, c'est le même code, littéralement, le même navigateur qui a fait les deux requêtes. Comment on fait ça? Avec un mécanisme qui s'appelle Proof Key for Code Exchange, PKCE pour les intimes, ça se prononce PKCE, et qui fonctionne comme ça. Faut démystifier le truc parce que c'est vraiment ultra simple. Le client, vous vous rappelez, il doit rediriger l'utilisateur. Le tout début de la transaction, il va faire un truc en plus. Il va générer une chaîne de caractères en random. Cette chaîne de caractères, non guessable, enfin non, on ne peut pas la deviner, c'est complètement random, il va la garder pour lui, il va la garder de son côté. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer une deuxième variable qui s'appelle le code challenge et qui est simplement un hash de cette chaîne de caractères random. Tout comme on hash un mot de passe, hein, exactement la même. Vous connaissez très bien ce mécanisme, on stocke jamais des mots de passe en clair dans une base de données. On évite de toute façon de stocker des mots de passe, quoi qu'il arrive. Mais si malheureusement on n'a pas le choix, on les hash, on les salt et tout ça. Mais le principe, c'est qu'on puisse refaire la même opération plus tard pour pouvoir comparer, tout en ne connaissant pas le mot de passe, mais au moins on peut comparer. Là, c'est un mécanisme similaire. Donc il hash la chaîne de caractères à côté, et c'est ça qui va envoyer à l'Authorization Server, à la première étape. Il va envoyer un hash de ce code verifier. Ensuite arrive la deuxième étape, il a récupéré le code, l'Authorization Code temporaire, et c'est là où il doit faire sa requête de back-channel. Pour prouver que c'est bien la même instance du client, le même code qui a fait les deux, là, il envoie le code verifier à la deuxième requête. Et qu'est-ce que peut faire l'Authorization Server? Bah, il refait la comparaison. Il fait le même hash, on parle de la même manière de hasher. Hein. Il refait le même hash, il compare, tout comme il ferait pour un mot de passe. Bah, manifestement, c'est le même client. On a prouvé que c'était le même client qui a fait ça. Alors, quand je dis que le même client, c'est la même instance du code. Voilà.
c'est ce qu'on peut faire de mieux pour éviter des interférences entre les deux. Et je peux vous dire que beaucoup de hackers ont été très imaginatifs pour essayer de passer entre les mailles, donc ça c'est très important. Par contre, maintenant vient la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2023, la recommandation, c'est juste ça. C'est ça, Authorization Code plus PXE. Et ce, pour les mobile apps, pour les single page apps et pour le back-end. Alors, on l'a expliqué pour les mobile apps et single page apps. Pour le back-end, je soupçonne que ce soit juste une question de simplicité. On dit on ne se prend pas la tête, on fait de l'Authorization Code et du PXE pour tout le monde. Voilà. Et ça s'appelle OAuth 2.1. Vous avez peut-être entendu ce terme, OAuth 2.1, c'est ça. Voilà. C'est la simplification du framework, ou en tout cas, une espèce de guideline sur tout le framework en disant bon, on va arrêter de se prendre la tête, il y a des trucs qui sont trop vieux, il y a des trucs qui ne servent plus, ça a changé tous les ans. Maintenant, c'est ça. Voilà. Et avec un peu de chance, c'est stable. Alors, quelques petits trucs en plus. Là, ça commence à devenir les sujets qui fâchent. Le refresh flow. Le refresh flow, c'est un truc qui est super pratique, surtout quand on a une single page app ou une mobile app. Ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'il fallait faire une redirection. De l'utilisateur, donc quelque chose d'actif pour l'utilisateur, pour aller dire j'autorise et je reviens avec un authorization code et blablabla. Bon, historiquement, il y avait quand même des cas où on avait envie de pouvoir continuer à avoir cette autorisation, mais bien plus tard, peut-être 2 jours plus tard, la nuit, parce qu'on a des batchs à faire, parce que ceci, cela, on a des actions à faire en plus, et quand l'utilisateur n'est pas devant son ordinateur. Dans ce cadre-là, on a inventé le refresh flow, qui est super, parce que quand je fais une demande de token, avec tout le bazar qu'on a vu tout à l'heure, non seulement je récupère un token, mais je récupère aussi un refresh token. Et ce refresh token-là, c'est top, parce que plus tard, j'ai plus qu'à faire une requête en back-channel à l'Authorization Server avec le refresh token, et là, il me redonne un nouveau token valide. Voilà. Et je n'ai pas besoin d'aller rediriger mon utilisateur une nouvelle fois. Ça, c'est top, mais ça a été pensé juste parce qu'on sait que l'utilisateur n'est pas forcément devant son PC. Aujourd'hui, ce truc-là, c'est utilisé surtout parce qu'on a envie d'améliorer l'expérience utilisateur. Voilà, on n'a pas envie de le rediriger une énième fois. On a chopé le token une fois, et ben, on va utiliser le refresh flow parce qu'on a envie que ce soit limpide, que ce soit fluide, la meilleure expérience utilisateur du monde. Le problème de ça, c'est que la manière de faire fonctionner le refresh flow, elle n'est sécurisée que parce qu'on apporte un client secret. Un client secret qui doit rester secret. Hein. Parce qu'un refresh flow, ça se leak. Un refresh flow, ça finit dans le local storage du navigateur. Ça finit. Alors, je suis d'accord, ça ne passe pas par les URL, mais bon, il y a toujours des moyens de hacker. Donc, un refresh flow, ça pourrait se leaker. La seule sécurité qui vient le protéger, ce truc-là, c'est quand on l'utilise, il faut qu'on donne un client secret. Mais imaginez qu'une single page app ou une mobile app utilise un refresh token. Son client secret, il vaut rien. Il vaut absolument rien. Et c'est au point que quand vous utilisez certains serveurs d'autorisation connus, enfin Keycloak ou des IDP, Identity Provider, quand vous allez configurer vos applications pour récupérer un nouveau client ID, client secret, pour aller whitelister les redirects URI, eh bien, il va vous demander le type d'app que vous avez. Il va vous demander si c'est une single page app. Il s'est mis en veille. Il va vous demander si c'est une single page app ou un back-end ou une mobile app. Parce que pour lui, c'est super important. Il a envie de sécuriser ça. Qu'est-ce qu'il va faire dans ces cas-là? Me fais pas ce coup-là. Qu'est-ce que l'identity provider va faire dans ces cas-là? C'est qu'il va s'arranger pour que quand vous demandez un token, il ne va pas vous donner de refresh token. C'est fini. Pas de refresh token pour les single page apps. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, on peut le chanter, hein, on peut lui dire qu'on est un back-end alors qu'on est une single page app. La recommandation, ce n'est pas de refresh token pour les single page apps.
Et je sais que c'est le sujet qui fâche. Généralement, ça fait tiquer pour ceux qui utilisent OO2 avec des single page apps, avec un truc en B2C, avec des utilisateurs. On a envie d'avoir la meilleure expérience utilisateur du monde. Et aussi, bon courage pour aller voir le PO, bon courage pour aller voir le fonds et lui dire tu sais, ce truc-là là, qu'on a fait, en fait, faut le virer. Non, les redirects, c'est bien. Je sais que c'est difficile, mais je ne peux pas vous dire autre chose que la recommandation de la spec de sécurité. Et par ailleurs, j'en profite pour vous dire, il y a des specs pour OO2 détaillés du protocole et tout ça, mais il y a des specs spécifiques aussi pour les recommandations de sécurité. Vous pouvez facilement retrouver ça sur Internet. Je vous recommande d'aller voir ça. C'est beaucoup plus facile à lire que toute la spec et c'est très intéressant. Ça en fait partie. Autre chose qui en fait partie, quand on whitelist une URL pour faire revenir l'utilisateur, c'est rigolo parce que dans beaucoup d'identity providers, vous allez retrouver un moyen de whitelister les URL de manière flexible. Ça, c'est top. C'est vraiment top parce que du coup, on pourrait dire je prends toutes les URL, tous les sous-domaines compris, sur mon domaine que je traite. Tu vois, c'est monclient.com, c'est bon, c'est tranquille. Le problème de ça, c'est que le hijack de sous-domaine, ça devient un sujet de plus en plus important aujourd'hui. C'est ultra simple de faire un hijack de sous-domaine quand on est chanceux, comme hacker. Par exemple, vous êtes dans une organisation assez grosse avec un historique et du coup vous regardez le DNS, la configuration du DNS, tous les CNAME et là vous avez une liste longue comme le bras de trucs genre mon proof of concept fait il y a 4 ans complètement abandonné parce que voilà on s'est craqué. .heroku.com. Voilà. L'app elle a été abandonnée, mais genre abandonnée, le truc a été supprimé. Mais pas le DNS, parce qu'on a oublié de mentionner ça, je ne sais pas, à l'équipe qui s'occupe du DNS. Du coup, on a toujours un CNAME qui pointe vers machin.herokuapp.com. Il y a juste à se pointer sur Heroku et à reprendre le même nom. Et ça arrive tout le temps sur d'autres plateformes. Je parle d'Heroku, mais il y en a plein d'autres. C'est très facile de faire ça et c'est un vrai sujet. Donc ne faites pas forcément confiance à tous les sous-domaines. Autre manière de faire ça rigolote, c'est d'être flexible sur le chemin qu'il y a derrière l'URL. Ça c'est sympa, mais quand on connaît les devs et leur imagination, leur créativité sur ce qu'on appelle par exemple les open redirectors, on pourrait avoir une URL qui prend un paramètre, ce paramètre serait lui-même une redirection. Pourquoi pas? Ça arrive, ça arrive tellement souvent que ça a un nom, Open Redirector. Regardez sur Internet, c'est des choses qu'on voit, qui sont absolument pas recommandées, mais que les devs peuvent faire de temps en temps. Donc ça, si on veut sécuriser, en gros, la recommandation, c'est vous avez une URL à whitelister, elle est fixe. Elle est fixe. Au point que, si vous avez une situation telle que vous faites de l'OO2 avec plusieurs providers, typique du je veux m'intégrer à Google, je veux m'intégrer à Facebook et je veux m'intégrer à ceci. La recommandation, c'est d'avoir des URL différentes pour chacun et non pas une même URL juste avec un paramètre ou je ne sais quoi. 3 URL différentes. Pourquoi? Parce que y a un type de mix attack qui fait que quand on est en possession en tant qu'attaquant d'un des authorization servers, je ne parle pas de Facebook et de Google, hein, mais si dans la liste vous avez des trucs internes, si quelqu'un a la possession d'un des authorization servers, il peut leurrer les autres. Donc voilà. Et puis, juste de manière générale, tout ce que je vous ai dit là, c'est des recommandations générales de l'IETF. Et l'IETF aussi recommande des librairies. On ne le dit jamais assez, on ne réinvente pas la roue, il y a des librairies qui font ça très bien et certaines sont recommandées par l'IETF sur l'implémentation des recommandations de sécurité. Donc voilà, ne réinventez pas la roue. Ok. On fait une petite pause, on souffle, ou on attaque OpenID Connect, parce que ça fait déjà pas mal. Jusqu'ici, j'ai parlé d'autorisation. Autorisation d'aller choper ces fameux contacts. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui devaient se dire, quand on parle d'OO2 de manière générale, OO2, IDC et tout ça, c'est de l'authentification, ça, non? Pourquoi on parle d'autorisation? On s'en sert pour de l'authentique, non?
Eh bien non, O2, et donc c'est pour de l'autorisation. Et ce que vous chopez, c'est un token opaque. Opaque, il ne vous dit rien ce token, si ce n'est que ça s'est bien passé, il ne vous dit rien. Donc si vous vouliez faire de l'authentification derrière, il faudrait que vous alliez chercher un autre endpoint dans l'API qui vous donne le nom, le prénom ou des informations. Parce qu'on a tendance à penser que l'authentification, c'est juste le username mot de passe. Le concept d'authentification, je donne mon username, je donne mon mot de passe et c'est bon, ça passe. L'authentification va plus loin que ça. L'authentification, c'est aussi reconnaître la personne et dire est-ce que je t'accepte ou pas. Des fois, on a des systèmes qui, on s'authentifie avec un système externe et puis il y a des informations sur nous qui font que on n'est pas autorisé à utiliser le système. Prenons un cas d'école, je dirais. Vous avez une app où vous voulez avoir que des emails, que des utilisateurs business, et vous refusez tous les gens qui se pointent avec leur gmail.com. Bon, ils sont passés par je ne sais quelle plateforme et ils arrivent, et vous avez envie de savoir leur adresse email. Le token n'y suffit pas, vous avez envie de connaître l'adresse email de la personne qui arrive pour savoir est-ce que je l'accepte ou pas. Est-ce que je l'accepte ou pas? Donc l'authentification va un peu plus loin. Et pour ça, on a besoin d'avoir des informations sur l'utilisateur. Et ça, O2 de base ne le traite pas. Mais O2 est un framework. Et donc un framework, c'est extensible de préférence. OpenID Connect est une extension d'O2 pour essayer d'amener cet aspect d'authentification. Donc quand on parle d'authentification, on parle d'OpenID Connect. Je me suis spoilé. Autorisation, authentification. Vous chopez un Access Token opaque ou vous chopez un JWT, le fameux. Qu'est-ce qu'un JWT? Je vous fais l'affront ou pas? Non? Qui sait ce que c'est qu'un... non, plutôt, qui ne sait pas ce que c'est qu'un JWT? Ok, bon, impeccable. Je vais y aller quand même assez rapidement. Un JWT, c'est quelque chose de très très simple. Un morceau de JSON. Voilà, vous avez du JSON, vous avez des informations dedans. Pour aller un peu plus loin, les informations qu'il y a dans ce JSON ont des champs. Ces champs peuvent être standards ou custom. Ces champs-là, dans le monde OpenID Connect et O2 par ailleurs, on appelle ça des claims. On appelle ça des claims. Mais ce qui fait un JWT, c'est pas seulement un bout de JSON, on l'appellerait JSON sinon. Ce qui fait un JWT, c'est que ce morceau de JSON, on va le signer, de sorte que derrière, on ne puisse pas le modifier. En théorie, enfin, on peut toujours modifier ce qu'on veut, mais du coup, la signature ne collera pas. Et quelqu'un qui va recevoir ce JWT va forcément vérifier la signature, vérifier si ça match. Okay. Donc ça sécurise un peu ce contenu d'information. Donc voilà, et sur le payload, donc je parlais des claims. Ces claims donc, peuvent être standards, sont documentés, et quand vous travaillez avec les JWT, c'est super important d'aller regarder les claims et les champs qui sont documentés en standard. Vous avez déjà des noms qui correspondent à des choses qui peuvent coller avec votre besoin. Donc c'est vraiment important d'essayer de coller à ça pour des raisons de compatibilité. OK. Maintenant, il y a un truc en plus avec les JWT. C'est qu'ils sont autoportants. Ils sont autoportants jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont un header qui va définir tout un tas de choses sur la validité même du JWT. Et dans ce header, on va pouvoir retrouver par exemple l'algorithme qui a permis à signer le JWT. C'est génial, parce que du coup, je reçois un JWT, non seulement j'ai de la data, elle est sécurisée parce qu'elle est signée, et j'ai en plus de la metadata qui va me permettre de comprendre ma data. Génial. Petit problème à ce header. Vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez bien là, le premier champ, il s'appelle alg pour algorithme, HS256. Ça, je peux le modifier, hein. Enfin, je peux tout modifier, c'est juste que la signature ne va plus être valide. Sauf si je mettais alg égale none. Du coup, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il n'y a plus de signature. Alg none, on ne signe pas, c'est un JWT, mais t'inquiète, il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de signature. En termes de sécurité, c'est pas ouf. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous traitez des JWT, il y a un truc qui est très important,
c'est celui qui reçoit le JWT qui a un rôle très important, une responsabilité très importante. C'est lui qui définit ce qu'il attend du JWT en termes d'algorithme. C'est-à-dire que quand vous recevez un JWT et que vous devez le sécuriser, c'est à vous de définir quel est l'algorithme de la signature. Si vous ne dites rien, bah, c'est que vous vous en fichez, mais du coup, bah, pour le coup, ça pourrait être none, ça serait très bien. Alors ça a été un gros problème il y a pas mal d'années. L'industrie a essayé de régler le problème par les librairies. La plupart des librairies, quand vous traitez avec des JWT, vous devez vérifier leur signature. Il va vous demander dès le début, l'algorithme que vous voulez, c'est un paramètre obligatoire. C'est quelque chose qui n'existait pas au début et on essaye de régler ce problème-là. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose à comprendre avec les JWT. Ils sont autoportants et c'est une lame à deux tranchants, quoi. Ok, autre chose sur le traitement des JWT. Il y a une signature. Donc, qui dit signature dit clé. Okay, une clé privée qui vient permettre de signer ça. Et du coup, une clé publique qui permet de vérifier cette signature. Ces clés-là, vous pouvez les faire tourner. OpenID Connect amène un certain nombre de choses qui vous aident à faire tourner vos clés. Dans OpenID Connect, il n'y a pas seulement que le protocole et l'extension du protocole avec le JWT, il y a aussi un ensemble d'endpoints, un ensemble d'endpoints d'API que vous pouvez implémenter et qui vont vous permettre de déclarer vos clés publiques. Et dans cet endpoint, vous pouvez en déclarer plusieurs. Auquel cas, il faudra probablement mettre dans le header la clé en question, mais ça vous permet d'avoir une rotation assez smooth, dans le sens où vous en avez plusieurs, vous en introduisez une nouvelle et vous supprimez l'ancienne à un moment donné. Donc ça c'est des mécanismes qu'il faut prendre en compte assez rapidement. Encore une fois, parce qu'une clé privée, ça se leak. Voilà. On a beau essayer de sécuriser au maximum, on a vu des CVE qui tombent, je pense à Heartbleed, mais ça commence à être un peu vieux, mais des CVE, ça tombe tous les jours, et parfois, c'est des choses qui vont amener à leaker ce que vous avez en mémoire vive, et notamment des clés. Quand on parlait de Spectre et Meltdown, je pense que les clés privées en mémoire, c'était l'une des targets les plus importantes. Et alors, dernière chose, à la base, le JWT à l'intérieur d'OpenID Connect, c'était pour donner de l'information sur l'authentification. Okay, sauf que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on utilise OO2 OpenID Connect. Ok, super, j'ai un JWT, mais c'est génial ce JWT, du coup, il est autoportant, il a une signature. Je vais l'utiliser comme token. Hop là, sur le back-end. Et c'est d'autant plus génial quand on est dans une archi microservice, parce que du coup, on n'a pas besoin d'aller appeler un authorization server côté back-end plus tard pour dire hey, au fait, j'ai reçu ce token, est-ce qu'il est valide? C'est un peu chiant en termes de résilience, en termes de latence, voilà. Donc on se dit, un token autoportant, c'est absolument génial. Le truc, c'est qu'on l'a vu, il y a quand même des limitations au JWT, et ce n'est pas la seule option possible. Donc, il y a un vrai débat là-dessus, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais essayez de regarder un peu ce qui se dit. Il y a deux écoles, mais ce qui se dit autour des tokens un peu opaques versus JWT. Il y a un vrai sujet là-dessus. Et parfois, quand vous avez quelque chose de très simple, notamment un front avec un back-end monolithique et juste une base de données SQL derrière qui stocke les sessions, vous n'avez peut-être pas besoin de JWT, quoi. Enfin, juste un token opaque et puis ça suffit. De toute façon, vous allez devoir faire un appel à la base de données. Donc voilà. Il n'y a pas de solution magique dans tous les cas. Voilà. Faut juste se poser la question. Et puis il y a aussi d'autres alternatives. Moi, je viens de Nantes. Je ne l'ai pas dit, mais je viens de Nantes et du coup, petite promo pour des Nantais de Clever Cloud qui ont poussé cette alternative qui s'appelle Biscuit. Alors, il y a les macarons, les biscuits qui sont aussi des alternatives au JWT et qui se veulent un petit peu plus, un petit peu plus strictes, notamment sur le partage de JWT. Juste pour donner un exemple, vous avez peut-être des microservices. Ces microservices vont s'appeler entre eux. Le premier qui reçoit la requête de l'utilisateur reçoit le JWT. Et puis il a besoin d'un truc au microservice d'à côté, il va redonner le JWT. Bon, ça, du coup, en termes de partage de droits et tout ça, c'est pas idéal.
Donc on a des technologies comme les macarons de chez Google ou Biscuit qui vont essayer d'amener cette sous-autorisation en disant bah, écoute, j'ai besoin de toi, je te donne ce token. Par contre, ce token, je vais essayer de le casser un petit peu pour te donner des sous-droits parce que tu n'as pas besoin de plus de toute façon. Voilà. Donc c'est une mécanique qui peut être intéressante à regarder. On a vu le passé, on a vu le présent, O2 plus Pixie, et le futur. Dans le futur, on a, dans les choses à regarder, ce fameux mot de passe. Parce que tout ce qu'on a vu là, en gros, on a Facebook qui demandait à la base le mot de passe et qui ne voulait pas le faire. Donc, on a inventé tout ce mécanisme pour renvoyer l'utilisateur là où est le mot de passe, qui rende son mot de passe au bon endroit et qui revienne. Il y a toujours un mot de passe dans la boucle. Et on le sait, en termes de sécurité, le mot de passe, c'est le maillon le plus faible du truc. On a beau dire aux gens d'utiliser des password managers. J'ai utilisé des password managers. Utiliser des password managers. On a beau dire qu'il faut parfois faire tourner ces mots de passe, faire attention à ne pas réutiliser les mêmes mots de passe sur toutes les plateformes et tout ça, ça reste le maillon faible. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser des mots de passe dans leur globalité? On a de plus en plus de discussions aujourd'hui autour du passwordless qui va se reposer sur un mécanisme de clés publiques, clés privées, des privés personnels de chaque utilisateur sur les devices et après qui va se jouer autour de la biométrie ou ce genre de choses. Mais ça porte avec un protocole qui s'appelle WebAuthn qui est vraiment émergent. Hein. On voit des choses notamment de chez Apple qui essayent de pousser ça auprès des développeurs d'app. Mais c'est un sujet à regarder. Si voilà, vous êtes intéressé par ces sujets de sécurité, WebAuthn, ça fait partie des sujets à regarder. Alors ça, je vous le passe, c'est pas très intéressant. Est-ce qu'il va y avoir un O3? On est à O2.1 là. Est-ce qu'il va y avoir un O3? Non, il n'y aura pas de O3. Les gens qui ont travaillé sur O2 et O2.1 notamment sont aussi en train de travailler sur une toute nouvelle version. En tout cas, on fait table rase du passé, on part d'une feuille blanche et on invente GNAP, donc Grant Negotiation Authorization Protocol, qui se veut prendre en compte la réalité d'aujourd'hui, qui n'est plus juste des gros back-end monolithiques où tout se passe bien, enfin, où c'est côté serveur, c'est sécurisé et tout ça, qui essaye de prendre en compte les nouveaux cas d'usage, que ce soit les mobile apps, la télé, la smart TV, la smart machin, voilà, tous ces trucs-là. Ils essayent de prendre ça en compte et de faire table rase du passé. Et puis enfin, un petit mot sur Google Zanzibar, qui est moi quelque chose que je trouve intéressant et qui n'est plus sur l'authentification, un peu plus sur l'autorisation, mais sur les droits. Parce que c'est bien beau d'avoir mis tout ça en place, mais une fois que notre personne est dans le système, authentifiée, autorisée à utiliser l'API, quand bien même en SSO, on a aussi des problématiques dans nos apps de définir les autorisations pour un groupe d'utilisateurs, pour un utilisateur, pour un département voilà. Et donc on a cette problématique d'autorisation et notamment en fait quand on fait des microservices, quand on fait des stacks récentes, eh ben, on voit que c'est complètement distribué. Telle API va repenser un peu les autorisations comme ça parce que c'est leur manière de voir les gens. Alors on peut parler de bandit context avec le DDD. Néanmoins, c'est un sujet où pas mal de personnes essayent de voir comment on pourrait recentraliser ça. Et c'est notamment ce que fait Google. Alors ce n'est pas forcément un bon exemple, hein. Mais en tout cas c'est intéressant à regarder puisqu'ils ont sorti un papier. Ils ont sorti un papier là-dessus et qui a déjà été implémenté par des players qui sont assez grands. Je ne sais plus lequel, je crois que c'est Airbnb. Mais en tout cas, sur l'aspect de gestion des droits et tout ça, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à regarder. Et voilà. Est-ce qu'il y a un temps pour les questions? 5 minutes pour les questions. Ah bah impeccable. Merci du coup pour la présentation. Est-ce que Pixie est vulnérable aux attaques man in the middle? Est-ce que Pixie est vulnérable aux attaques man in the middle?
C'est large comme question. Ben justement, en fait, ça vient. Enfin, on pourrait définir man in the middle de plein de manières différentes, mais c'est typiquement ce que Pixie essaye de mitiger. Ça résout. Il n'y a rien qui résout complètement un problème de sécurité, mais ça essaye de le mitiger. Pour donner un exemple, tout à l'heure, je parlais. Est-ce que je vais refaire ça? Tac, 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 tac. J'en ai plein à balancer, donc fermez les yeux parce que ça va piquer. Ouais, tout à l'heure. Donc je montrais Pixie. Là, quand on fait cette première partie-là, on va choper un authorization code. Ok? Il est possible que cet authorization code leak, okay, et qu'il soit utilisé par une personne malveillante auprès de l'authorization server pour choper les accès plus rapidement. Si c'est automatisé, les choses peuvent se passer assez vite. Hein. Ça, on peut considérer que c'est un man in the middle. Enfin, c'est pas ce qu'on entend par man in the middle classique, genre à s'insérer dans le réseau et puis aller capter les paquets et compagnie. Mais quelque part, c'est une problématique de ce type-là que Pixie essaye de résoudre. C'est-à-dire, on est en deux étapes et il peut se passer quelque chose entre les deux étapes. On a encore un code, on a encore quelque chose qui pourrait leaker et on a envie de continuer à sécuriser ça. C'est ça qu'apporte Pixie. Ok, merci. Sur la partie token refresh, je suis pas sûr d'avoir compris comment le refresh était trigger. Est-ce que c'est un TTL ou ça reste le user qui lui va déclencher un refresh pour s'assurer que le code est good? C'est effectivement une très bonne question. Ce qui vient quand vous récupérez un token, et notamment avec un refresh token, mais de toute façon, vous l'avez. Quand vous récupérez un token, vous récupérez aussi un TTL. Vous récupérez un champ qui s'appelle expire_that. Voilà. On dit, bah voilà, un token, c'est pas censé être infini. Quoi qu'on a vu déjà des implémentations qui donnent des tokens infinis. Comme ça, on règle tout le problème. Voilà. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais du coup, tu as un expire_that. Donc oui, effectivement, le client est censé être au courant de savoir quand est-ce qu'il est censé faire le refresh. Après, tu as aussi de toute façon une stratégie de j'utilise mon token, si je me fais tège, ici c'est notamment un code 401, c'est pour ça qu'est fait 401, unauthorized, je suis tenté de retenter tout le truc, tu vois, je vais refaire un refresh et compagnie. Donc tu as les deux. Ce que je vois souvent, c'est que les clients vont essayer d'anticiper l'expire_that, en faisant le refresh peut-être, je ne sais pas, à 5% du temps avant ou un truc comme ça. Et de toute façon, ils doivent implémenter le fallback sur un code erreur 401. Bon, ok, je vais retenter, quoi. Si c'est un 403, c'est pas la même, parce que 403, c'est forbidden. C'est genre, on t'a bien reconnu, on sait qui tu es, et juste t'as pas le droit, en fait. Ça sert à rien d'essayer de... Voilà. Mais donc on a ça, et effectivement, cette information est donnée à la deuxième étape. Quand on récupère un token, on récupère éventuellement un refresh token et aussi un expire_that. Ça bouffe pas grave de ressources pour le coup, si à chaque fois qu'on a quelques milliers, dizaines de milliers de users qui régénèrent un token par rapport au TTL, je sais pas, j'imagine, ou non? Pour l'avoir vu en prod avec des milliers d'users sur une stack qui n'était pas incroyable, hein. Vraiment pas incroyable. C'est négligeable. Puis de toute façon, en plus, quelque part, quand je dis qu'il ne faut pas réinventer la roue, c'est que typiquement tout ce que je vous ai expliqué, c'est pour comprendre comment l'intégrer, mais n'essayez pas de réinventer un authorization server. Hein. Là, globalement, les ressources qui seraient prises seraient au niveau de l'authorization server. Un keycloak, voilà. Merci. Je t'en prie. Merci, c'est très très clair. D'ailleurs, c'est une de mes questions. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme librairie et authorization server? Parce que je sais que Spring, avant, ils avaient un projet pour faire authorization server, mais je crois qu'il a été abandonné. Ouais. Côté cloud, Spring Cloud Authorization Server, il y a 3 ans, ils ont arrêté. Ouais, la stack Netflix OSS. Voilà. Bon, donc il y a Keycloak.
donc, dans les projets open source et côté librairie, en fait, quand tu dis il y a des librairies côté JS, côté... Ouais, alors il y a des choses à nous conseiller, j'ai pas nous conseiller. plus les noms en tête, honnêtement. Enfin, C'est faut toujours faut Google. regarder côté Angular, côté React. à chaque fois. Exactement, et en fait, c'est par framework. C'est par C'est par framework. Donc, je vous recommande juste de regarder Recommended Library O2 à ETF. Et franchement, c'est bien fait. Franchement, c'est bien Il y a un fait. site qui référence... Exactement, c'est la c'est ça ETF qui qui est bien. donne ces recommandations-là en disant, voilà, on a fait un audit. Dans le suivi des recommandations que nous, on fait, c'est comme ça qu'il faut. Pour vous donner un exemple, dans le monde iOS, des applications mobiles, ça fait partie aussi des stacks sur lesquels la ETF s'engage par rapport à des recommandations. Et notamment celle qui est recommandée, c'est sur des implémentations où on va avoir une redirection visible dans le navigateur du device de l'utilisateur. Et ça, généralement, ça pose souci. Ça pose souci à l'UX designer, ça pose souci au PO, parce qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est parce qu'on a l'habitude d'avoir sur les applications mobiles. On veut juste avoir son username, mot de passe, et voilà. La recommandation de l'IETF là-dessus, c'est de dire, c'est une mobile app, donc une mobile app va faire une redirection comme tout le monde, et en plus de ça, va faire une redirection visible, parce que t'as pas... En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut qu'on soit ultra transparent avec l'utilisateur. Ça vient parfois en contradiction complète avec ce qu'on entend sur la user experience. Parce que nous, on le comprend en tant qu'informaticien, mais... exactement, en tant que tech savvy. Ouais, en tant que tech savvy, tu te dis ah ouais, je comprends, effectivement, tu as envie d'être transparent avec moi et puis je comprends ce que tu es en train de faire. Voilà. Mais ça, c'est une recommandation de l'IETF en termes de sécurité. Et globalement, la librairie iOS qui est recommandée par l'IETF est celle qui implémente ça. Voilà. Alors, il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, ils recommandent que celles qui essayent de suivre les guidelines. Voilà. Donc, c'est plutôt bien documenté et je recommanderais d'aller là. Je n'ai pas forcément de nom, parce que c'est toujours, enfin, je ne sais plus, pour Angular, ça va être Angular ou IDC. Je me rappelle, honnêtement, je ne me rappelle plus des noms, mais ça se trouve facilement. Et pour l'Authorization Server, je vais aller très simple, enfin, Keycloak. Keycloak, récemment, a été intégré à la CNCF. Voilà, certains d'entre vous l'ont entendu. Il y a d'autres alternatives, bien sûr. Il me semble qu'il y a Dex qui se voulait être un authorization server un peu plus light, très cloud native, et puis essayer de simplifier un peu plus les choses. Pourquoi pas? Il faut regarder, mais globalement, vous prenez aucun risque avec un Keycloak. Ça tourne en plus, il me semble que ça tourne avec Quarkus. Donc c'est quand même ultra véloce. C'est complet. Quand je parlais tout à l'heure, maintenant on ne le voit plus, mais dans ce qui arrive là, dans la spec, il y a des choses qui sont de niche, mais qui peuvent être intéressantes pour vous, par exemple dans la finance, où il y a des API, je ne sais plus, c'est financial grade, API, des trucs où ils vont encore un peu plus loin dans la vérification du client et du serveur, où ils vont aller faire tous les paramètres qu'il y a, les scopes, les machins, ils vont essayer de les signer. Enfin, voilà, ils vont encore un petit peu plus loin. Ça, ce n'est pas obligatoire dans la spec, mais ça fait partie d'un scope qui s'appelle Financial Grade, machin. Un Keycloak, c'est implémenté. Et c'est peut-être même le premier endroit où ça va être implémenté, en réalité, issu de la spec. Donc voilà, globalement, vous ne prenez pas la tête, une recommandation, Keycloak, et puis on n'en parle plus. Ou alors, si vous êtes vraiment sur une stack cloud et que vous n'avez pas envie de déployer vous-même votre Keycloak et tout ça, il y a des alternatives en mode SaaS, des Identity Provider as a Service, IDP, as a Service, c'est IDaaS, je crois. Donc on va retrouver les Okta, on va retrouver les Auth0, qui sont, il me semble, les deux gros leaders. Et il y en a d'autres. On peut éventuellement passer par... non, je vais dire des bêtises, mais je pense dans la stack Azure. GitLab permet de faire GitLab lui-même permet de faire... Tu l'utiliserais, il n'y aurait pas de souci. C'est suffisamment solide. Je ne peux pas m'engager là-dessus. Je ne connais pas les... GitLab, on s'en sert massivement pour des clients. Globalement, enfin... C'est pas la même. Ouais. Je dirais que c'est pas la même entre vous avez un besoin vous avez fait un outil et vous savez que la plupart de vos utilisateurs de l'outil, ça va être des devs autour de vous et vous savez que tout le monde est en train d'utiliser GitLab en ce moment. Bon bah ouais, fait du social login avec GitLab et puis fait un whitelist des utilisateurs qui sont dispo. Et effectivement, ça sert à rien.
plus en whitelist, ouais, je comprends. Ouais. Ouais, je Mais comprends. moi, là, quand tu me parles de GitLab, ça me fait moins penser à un authorization server à toi, comme un Keycloak ou vraiment un truc intégré à ton système, que du social login, comme tu feras avec Google. C'est juste que là, la plupart de tes utilisateurs, moi, ça m'est arrivé, hein, de me dire, bah voilà, j'ai un petit outil, j'ai un petit truc qui est vachement pratique Mais pour c'est tout vrai le monde. que Comme on utilise OpenID Connect pour côté GitLab, on crée une application, on récupère toute la conf OpenID, et après on utilise de l'OpenID pour se connecter à GitLab. Ouais, voilà, mais en fait, quelque part, tu délègues la partie Ouais. de temps, t'as pas envie de te faire suer, tu vois. Moi, nous, on l'a fait avec GitHub, notamment, qui était super pratique Oui, pour c'est des outils de dev. Je sais que ça va servir à mon équipe ou à d'autres, mais globalement, dans notre écosystème du client, c'est GitHub. Bon, voilà, je prends GitHub, on n'en parle plus, quoi. Parce que j'ai pas envie de sortir le Keycloak juste pour mon petit outil, voilà. Mais pour moi, c'est plus du social login. J'en ai une dernière. Tu penses quoi de SAML? Il faut l'abandonner vraiment? Je vais pas dire ça parce qu'en fait, ça servirait pas à grand chose de dire ça. Aujourd'hui, SAML est là. Il est là. Et de toute façon, en fait, c'est pas genre. Personne va aller faire du SAML parce que j'adore le SAML, c'est trop bien. Mais parce que c'est dans ta stack, parce que ça colle. Tu vas retrouver du SAML pour de la fédération d'identité, notamment avec des laptops. Tu vois, as tout ton parc qui est sous Windows, avec un Azure AD ou un AD quelque part. Et du coup, derrière, tu dois t'intégrer notamment à Azure AD. Globalement, il fait que du SAML, lui. Hein. Je vais vous donner un exemple que tout le monde est intéressé. C'est quand vous prenez la version open source de GitLab et que vous voulez désactiver l'authentification par mot de passe, c'est top. Donc après, on peut faire que des authentifications comme ça. Sauf qu'on ne peut pas avoir deux fois le même protocole dans la version open source. On ne peut pas avoir deux OIDC. D'accord. Et donc pour certains clients, on n'est pas obligé d'avoir OIDC et SAML. Ah, et tu peux pas avoir les deux. D'accord. C'est malin, c'est aussi leur manière d'émergence qui est normale. Mais c'est vrai que ça peut être une contrainte. Ouais, mais globalement, en entreprise, essayons de pousser le O2 et puis le SAML, voilà, il vient quand il vient. Écoute, il y a des fois, il n'y a pas le choix et puis peut-être qu'un jour, on pourra le tuer définitivement. Mais le SAML, c'est du XML. Donc déjà, de base, ça répond à la question. On va s'arrêter là pour les questions. Merci beaucoup Mathieu pour ton talk. Merci. Pour vous faire un petit récap de ce qui vient après, en 3 points. La première, c'est que si vous partez maintenant ou après, on a beaucoup de paille là. Vraiment beaucoup de paille là. N'hésitez pas à en prendre pour vous, votre famille, vos amis, vos poissons rouges. Non, les poissons rouges, j'exagère un peu, mais sauvez la paille là. N'hésitez pas à en amener. Sinon, ça sera donné, hein, ça ne sera pas perdu, mais tout ce que vous pouvez prendre, ça nous assure que ça ne soit pas perdu, quoi. Faites-vous plaisir. Deuxième chose, il y aura dans très très peu de temps des short talks dans l'amphi Pétavin, donc que vous pouvez aller écouter ou faire si vous avez eu le temps de préparer un petit truc. Donc des talks de 5-10 minutes sur lesquels les gens peuvent passer sur un sujet à peu près relié à la tech et à l'informatique. Et dernièrement, ce soir, donc juste après les short talks, il y a une soirée networking qui s'organise au Bocales, qui est un bar sur la Comédie. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous pour y aller. Voilà, merci beaucoup. Merci.